Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 11 décembre 2024 et c'est l'épisode 391. Amazon a présenté un éventail complet de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le cadre de ses annonces annuelles, les conférences re:Invent. Je ne sais pas si je les prononce bien. OpenAI fait également le gros de l'actualité avec la sortie de Sora, enfin la sortie de Sora presque partout, pas en Europe. Un nouvel abonnement à 200 balles. Ouh, on a hâte de connaître le prix d'un futur accès à une AGI vu le montant de cet abonnement. Et on a aussi quelques infos qui nous viennent du ciel avec la connectivité cellulaire grâce à Starlink. Des nouvelles du côté des lanceurs pour la NASA. Et puis des infos sur le programme Artemis qui vise la Lune à nouveau repoussé. On va en parler. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, le garant de cette veille sur l'actualité des nouvelles technologiques, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Non, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis un peu perturbé parce qu'on fait ça en journée, j'avais pas l'habitude, moi je suis une créature de la nuit, tu sais. Mais moi aussi, c'est vrai que ça fait bizarre. D'ailleurs, on a décroché sur Skype en disant bonjour et pas bonsoir, donc déjà ça c'était très, très bizarre. Il fait jour, il y a la lumière là qui passe par la porte-fenêtre qui est juste à côté de mon bureau. C'est très étrange, mais écoute, on va prendre nos marques. Désolé pour les auditeurs et auditrices qui attendent fébrilement le mercredi matin, voire même la parution des épisodes du mardi dans la nuit, parce qu'habituellement donc on enregistre le mardi soir. On a eu un petit décalage, des contraintes d'agenda de mon côté qui nous obligent à enregistrer un mercredi après-midi. Mais c'est pour notre plus grand plaisir qu'on vous retrouve. Merci beaucoup à Ludovic Robert, à Maldazar, Aurélien Trosso et James Révis qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. On vous rappelle que Tech Café, c'est un podcast gratuit. Vous pouvez y accéder partout, sur toutes les apps de podcast ou sur techcafé.fr. Mais vous pouvez aussi vous abonner au format payant sur patreon.com/techcafé. En échange, vous profitez d'un flux privé pour écouter Tech Café sans la pub dans votre app de podcast habituelle. Vous ne changez pas vos bonnes habitudes, mais vous profitez aussi d'infos exclusives. J'ai partagé il y a quelques heures maintenant, hier, des petites nouveautés à mon sujet sur l'avenir de Tech Café, comme je vous l'ai teasé durant les précédentes semaines et durant les précédents épisodes de Tech Café. Si vous voulez l'info en avant-première, il faut faire partie des personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Mais vous pourrez dans tous les cas suivre les petites annonces qui vont bien, donc sur patreon.com/techcafé. En tout cas, en nous soutenant, vous vous assurez que Tech Café restera longtemps disponible dans votre app de podcast chaque semaine. Guillaume, on a des interactions avec nos auditeurs depuis la semaine dernière. Alors déjà, je ne sais pas si tu as vu la mention de Sebi sur Discord qui a publié une photo d'un magasin, je crois que c'est Bisbee, où il y avait un message et il faisait référence à la maxime que tu avais installée il y a de ça quelques hivers maintenant. Si c'est ouvert, n'entrez pas. Et ils expliquaient que justement c'était fermé pour préserver l'énergie. C'est fou qu'on en arrive à des périodes où il faille écrire ça sur une porte pour faire en sorte qu'on ne fasse pas fuir les clients. Mais en tout cas, ça l'a convaincu, lui, de faire ses emplettes, peut-être de Noël. En tout cas, de pousser la porte du magasin de vêtements pour aller consommer et acheter des vêtements. Parce qu'il revendique le fait qu'il ferme les portes pour garder la chaleur. Je ne sais pas si tu avais vu ça passer, Guillaume. En tout cas, je sais que tu as été vigilant sur les quelques interactions sur Discord, notamment avec un petit message de Grémy, c'est ça ? Oui, bah alors il y a eu beaucoup de messages, j'ai pas du tout vu. D'ailleurs, j'ai pas vu cette photo, mais c'est très bien. C'est très bien, malheureusement, je vois encore pas mal de trucs qui restent ouverts l'hiver et l'été, alors que, bon, évidemment, c'est le même problème avec la clim. Bien oui, sûr. ça fait des années, il y a des lois, c'est pas encore complètement parfait, bon, ça évolue quand même un petit peu, heureusement, mais enfin, c'est vrai qu'on part de loin, quoi. Et oui, Grémy qui était revenu sur le sujet des gens fin de vie, qui nous dit que lui se fait un petit coup de Day of Defeat de temps en temps. C'est un vieux FPS compétitif, c'est un mode de Half-Life à l'origine. Ça illustre bien qu'un jeu peut vivre vraiment très longtemps tant qu'il y a des personnes intéressées, qu'elles peuvent héberger des serveurs, et justement, il faut pouvoir le faire. Alors, il y a des serveurs de Doom et de Quake à foison, au passage, et c'est assez marrant, effectivement, de faire ça. Comment on les trouve ? Oh bah c'est très très simple, il y a des comme de toute façon le truc est libre en fait, le code est libre. id Software fait ça, il libère les codes de leur jeu, alors pas forcément les assets, mais les codes, tous les cas de leur jeu, il les libère, quoi. Donc tu peux faire des serveurs, il y en a plein. Bon, il faudra que je... Ok, bah je pourrais faire des petits liens. En tout cas, ça arrive effectivement que, du coup, exceptionnellement, malheureusement, ça n'arrive qu'exceptionnellement, que les gens libèrent le code source, comme dit qu'il faudrait faire Grémy. Il y a un vieux MMORPG aussi, Rhizome par exemple, qui a été ouvert, mais c'est malheureusement exceptionnel. Et bon, disons, tout le reste, c'est des émulateurs qui sont à la frontière de la légalité, on va dire.
Et ça empire, hein, les jeux mobiles sont devenus en majorité des produits de consommation jetables, et d'ailleurs on reparlera de ça avec X-Defiant dans la section jeux vidéo du coup. Et puis, il y a Onustus qui revient aussi sur la trop grosse dépendance qu'on risque à développer envers Microsoft, et entre les copilotes qui font tout à notre place, et que voilà, qui sont utilisés sur des clients légers, hein, qui font rien sur place, et être 100% esclaves du cloud. Il nous dit qu'il bosse dans une boutique du CAC 40, et que déjà, là, de toute façon, j'imagine qu'on est déjà beaucoup sur Windows et Windows Server, et je le déplore, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'alternatives qui existent, mais bon, même, il y a encore des degrés, hein, je pense. Être 100% Windows, c'est-à-dire avoir que du Windows installé sur ces trucs, c'est une chose, hein. Se reposer sur des processus automatisés par une IA dans le cloud, bah, c'est quand même pas d'après, parce que tu vas te payer tous les mois pour cette IA. Tu es captif. Tu peux plus arrêter si ça devient vraiment un service de base. Et tu vas encore plus loin si t'as même plus de machine. Là, tu payes encore plus cher et ça devient totalement vital, parce que sinon, personne ne peut plus bosser. Tu es en dépendance, et tu es dépendance aussi de la vitesse et de la qualité de la connexion du réseau, hein, qui peut fluctuer. T'es aussi à la merci des coupures de câbles, c'est des choses qui arrivent en ce moment. Il y a tout un tas de risques en plus pour moi, vraiment, hein. Imagine que Microsoft augmente ses prix genre 10 fois plus, comme VMware le fait, depuis son rachat par Qualcomm. Ou imagine qu'un mec dont le prénom commence par un V ait une envie pressante de couper un truc voilà, qui soit pas loin de chez toi. Bah, ta boîte du CAC 40, elle est littéralement au chômage technique. Et à la moindre panne internet, quoi. Et c'est pas ça qui va mettre le cacao. Hein. Il serait comment le CAC? Bah, moi je pense qu'il aurait un coup de mou, le CAC. Ce serait un caca mou. Le cacao, j'adore. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives en plus. Une fois que tu commences à signer pour tous ces services-là avec Microsoft, c'est quand même compliqué de te dire le jour où effectivement ils viennent en négociation de prix, ils augmentent leurs tarifs, et tu te dis on va voir ce que propose la concurrence. Peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ailleurs. Bon, en fait, tu auras peut-être rapidement fait le tour, effectivement. Au passage, hein, d'ailleurs, on cite Grémy, je voudrais aussi citer Thorax, que j'ai réussi à convertir dans la secte de Balatro. Je sais que tout le monde n'est pas encore convaincu, mais là aussi, pour faire écho aux réactions sur le serveur Discord, dans la rubrique jeux vidéo, il y a des mentions sur Balatro. Je vais vous apporter quelques conseils pour celles et ceux qui ont du mal à franchir le palier des premières victoires. Un petit mot aussi, on reviendra, Guillaume, dans l'épisode supplément qui arrivera en fin de semaine sur l'élection présidentielle en Roumanie, dont on a parlé la semaine dernière. L'élection a depuis été invalidée par le Conseil constitutionnel là-bas, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle aussi en Roumanie. La Cour constitutionnelle, ouais. Voilà, donc voilà, ça a été invalidé, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs hein, que notre câlin, Kaline, ne sera pas élu au final, on en reparlera encore une fois. Juste pour dire effectivement qu'il y a eu des réactions très politiques de la part de Marmule, qui avait déjà critiqué la composante politique dans Tech Café dans la rubrique réaction. Bon, j'ai réagi ce matin, je n'avais pas vu que ça avait autant dérivé. Si vous voulez continuer à parler de politique sur Discord, pourquoi pas, mais il y a une rubrique pour ça. Peut-être que la rubrique réaction n'est pas la plus appropriée. Et puis gardons les proportions comme elles se doivent d'être. On va clore là la rubrique des interactions avec la communauté, avec vous qui nous écoutez. Mais évidemment, continuez, c'est hyper important pour nous et c'est très précieux de savoir que vous n'êtes pas passif dans votre écoute, mais que vous alimentez les interactions. On sera ravis de continuer à les relayer. Sans autre forme de procès, Guillaume, on attaque les news de cette semaine avec évidemment le cœur de l'actu qui est cette conférence d'Amazon avec Reinvent. Et évidemment, c'est pas nouveau, mais il y a de l'intelligence artificielle dans cette rubrique, Guillaume. Amazon aussi se met à la page. Et oui, c'est vrai qu'on a un épisode peut-être un peu chargé du coup, parce que c'est vrai que c'était aussi Amazon Reinvent à Las Vegas, une conférence très pro, très orientée vers les professionnels du cloud, évidemment, donc on a pu constater vraiment à quel point tous les grands groupes tech se battent pour proposer un peu tous la même chose et pas se faire distancer l'un l'autre. Et pour ça, il y a aussi des investissements colossaux, hein. D'ailleurs, ça a augmenté de 21% cette année pour atteindre les 79,8 milliards de dollars au niveau mondial. AWS, c'est 31% des parts du marché du cloud, Azure, c'est 25% et Google, c'est 10%. Donc à eux trois, ils capturent 66% du marché du cloud. Tous les trois se doivent donc d'offrir des prestations équivalentes, hein, et vous le savez déjà, puisqu'on a parlé de Ignite récemment, et parce qu'on vous saoule avec ça depuis déjà 2 ans, l'IA c'est la grande mode du moment, et aussi bien que Google et Microsoft sont à fond dedans. Donc ils offrent des modèles de langage, des générateurs d'un peu tout, des copilotes, des agents, et tout le confort pour personnaliser tout ça et intégrer ces choses à ses propres applications et services. Donc Amazon se doit de faire pareil, voire mieux si possible, puisqu'il est leader quand même. Il a déjà commencé, bien sûr, à mettre en place plein de choses les années précédentes, qui consolident lui aussi cette année. Donc Amazon a fait 158 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre,
C'est mieux que prévu, et c'est AWS qui est responsable de la majorité de cette croissance d'ailleurs, avec un bénéfice en hausse de 50% par rapport à l'an dernier pour ce trimestre. Alors on parle 007 et on aura parlé beaucoup de Q cette année, hein, du Q un peu partout. Hein. Donc Q, c'est l'agent d'Amazon, qui fait un peu penser au copilote de Microsoft, hein, qui se raffine lui aussi. C'est peut-être une des annonces les plus flashy, même pour le grand public d'ailleurs, c'était celle de l'arrivée de la famille Nova. Chez les Nova, il y a la mamie, non pardon, il y a les 4 tailles Je de l'avais pas vu générateurs. venir. Il y a Nova Micro, Nova Lite, il y a Pro et le Nova premier. Alors, le premier, le micro, puisque j'ai parlé du premier en dernier, ce qui est pas très malin, mais c'est pas grave, je l'avoue. Et donc, ce micro ne fait que du texte. Les autres sont multimodaux, par contre, hein, ils peuvent, comme Gemini, hein, analyser du texte, des images et même de la vidéo. Le micro est aussi celui qui a le plus petit contexte, 128 000 mots, enfin tokens, hein, au maximum, alors que les autres en ont 300 000. Alors, dans le cas des images et des vidéos, évidemment, c'est important parce qu'il faut bien faire rentrer tout ça, hein, sous forme de tokens, donc dans leur mémoire. 300 000 tokens ou mots ou morceaux d'image, ça représenterait 30 minutes de vidéo selon Amazon, ou bien 25 000 mots de texte, hein, soit 15 000 lignes de code. Alors, premier, et vous vous en doutez, c'est le plus puissant, il sera dispo que début 2025 d'ailleurs. Les autres le sont déjà à des prix variables sur AWS Bedrock. Amazon possède donc enfin à lui sa propre offre, donc cette large offre, hein, de grands modèles de langage comme OpenAI, Anthropic ou Google. Et ça s'arrête pas au texte, puisqu'il y a aussi Nova Canvas et Nova Reel, qui sont des générateurs d'images et de vidéos. Donc Canvas peut générer des images comme un DALL-E, hein, par exemple, mais il peut aussi en éditer. On peut lui en fournir une, donc d'image, et puis lui demander de virer le fond, de garder le sujet au premier plan, de changer son style, je sais pas, de lui mettre un chapeau, je sais pas ce que vous voulez. Le générateur de vidéo semble, sympa pour des gifs animés, quoi. On sera sur du 720p et que jusqu'à 6 secondes. Donc rien de bien révolutionnaire de nos jours quand même, hein. Enfin, il y a une version qui irait jusqu'à 2 minutes, qui est annoncée pour bientôt, mais voilà, pour l'instant on n'a que ça. Ils sont aussi uniquement disponibles via le cloud, donc avec des garde-fous, du watermarking, hein, c'est pas des trucs du tout pour télécharger et faire des images de Taylor Swift. Alors, c'est des modèles, est-ce qu'ils sont compétitifs? Pour l'instant on les a pas testés évidemment, il y a le rapport technique d'Amazon, qui est assez bien caché d'ailleurs, je dois dire, on y trouve quelques chiffres, déjà que Nova Pro, le plus puissant, donc le plus puissant qui soit pour le moment disponible, il est plus rapide que Claude 3.5, mais il est un peu moins rapide que GPT-4o. Donc au niveau vitesse, ça peut avoir quand même son intérêt. Et quant aux performances en texte en multimodal, les benchmarks sont des benchmarks, hein, c'est-à-dire c'est vraiment indicatif. On y constate que Nova Pro n'est jamais à la hauteur du dernier Claude 3.5 sonné. Il ne bat pas systématiquement Gemini Pro partout, pareil pour GPT-4o ou Llama 3. En gros, ils s'échangent les coups. Voilà, ils encaissent, hein, chacun des points, chaque manche, à tel point qu'on est proche du match nul, plus ou moins. Donc pour le moment, Amazon propose globalement, a priori, un équivalent de Gemini Pro, avec des capacités vidéo, comme lui, un peu plus rapide. Les versions Lite et Micro étant clairement en face de Claude Haiku et GPT-4 Mini. Donc Nova semble néanmoins plutôt bon en traduction, il est réputé maîtriser 15 langues. Il y a les langues européennes, il y a l'arabe, le japonais, le russe et le chinois aussi. Claude 3.5 reste le maître incontesté en matière de programmation, hein, nettement. Nova Pro étant globalement au même niveau que les autres, hein, sinon. Donc en termes de capacité pour les agents, c'est-à-dire la capacité à utiliser des outils, à planifier, tout ça, à récupérer des données, on serait sur le niveau de GPT-4o globalement. Donc à voir si Nova premier, hein, alors c'est pas une blague, arrive à faire bouger tout ça. C'est pour le moment, les Nova sont au niveau, mais ils apportent rien de super, si j'ose dire. J'arrive à me demander si c'est pas une illustration de plus de ce qu'on a commencé à dessiner durant les précédents épisodes de Tech Café, Guillaume, d'un espèce de palier dans la progression de ces modèles, que de voir que finalement Amazon ne vient pas avec quelque chose qui vient renverser la table et bouleverser les modèles établis. J'ai l'impression que c'est la solution commerciale alternative aux autres que propose Amazon. On verra encore une fois avec Premier ce qu'ils ont sous la pédale. Mais effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui bouleverse ce qu'on a déjà vu passer. Un petit mot quand même au passage, je trouve que Canva et Reel sont quand même deux marques qui sont emblématiquement utilisées par des concurrents. Canva par l'entreprise australienne, si je dis pas de bêtises, d'édition d'images. Alors pas que, hein, ils font évidemment de la bureautique, enfin en tout cas cette suite en ligne que beaucoup connaissent maintenant. Et Reel, qui est le format vidéo vertical d'Instagram. Je trouvais ça rigolo de voir que c'était des marques comme ça qui commençaient à emprunter des terrains qui étaient déjà des chasses gardées sur le plan de la communication par d'autres entreprises quand même.
On continue sur l'IA, Guillaume. Oui, pour le reste, on va surtout pas rentrer dans les détails, mais parce que c'est vraiment plus pour les pros, mais effectivement, il a été énormément de questions de Q, hein, et, voilà, et du coup, sur toutes les commodes. Pour les codeurs, pour le business, Q sera votre agent, pas du tout secret, hein, comme un copilote. Hein. Donc il savait déjà aller chercher tout seul des infos en utilisant 40 outils professionnels donc chez d'autres prestataires. Hein. Donc c'est des outils comme SharePoint ou Jira avec QuickSight. Q va récupérer vos données d'un peu partout, même pas structurées, et organiser un petit peu tout ce bordel, faire des beaux graphiques et tout ça. Q indexe tout ça et vous pouvez accéder à son index vous-même et utiliser les données comme vous voulez d'ailleurs. QBusiness a une liste de 50 actions à faire pour automatiser le plus possible les tâches aussi chiantes que nécessaires du quotidien. Comment faire avec... Alors, voilà, donc, du coup, comment vous faites des tâches avec le Q? On peut personnaliser, on peut personnaliser les tâches en langage naturel. Est-ce que je dois mettre explicite sur cet épisode, Guillaume? Dis-le-moi tout de suite que je prépare les cases à cocher. Il y a un risque, je te cache pas. Donc oui, alors donc effectivement, donc comme avec Copilot, vous pouvez expliquer, voilà, en langage naturel les étapes et comment vous voulez faire. Sinon, vous pouvez le montrer dans un simple navigateur. Vous pouvez faire l'action et puis Q va l'apprendre pas à pas, hein, comment reproduire ce truc tout en étant un minimum acceptable, voilà, un minimum adaptable surtout. Les tâches pourront se déclencher automatiquement aussi à intervalles réguliers ou voilà, où il y a un événement spécifique, hein, un mail qui parle de tel truc arrive dans ta boîte, il se passe ça, voilà. Donc QDeveloper, c'est l'héritier de Code Whisperer, hein, qui est l'équivalent du copilote du GitHub d'Amazon. D'ailleurs, ils font un partenariat avec GitLab pour créer Duo. Et oui, du Q en Duo, qui est vraiment une réponse directe à GitHub de Microsoft. Hein. QDeveloper sera aussi dispo d'ailleurs ailleurs que sur GitLab. Hein. C'est, je cite, une solution complète pour tout le cycle de développement. Tu peux générer du code étape par étape, en dialogue hein, avec le truc. Il peut rechercher des bugs ou des vulnérabilités. Il peut aussi générer des modules de test. Et attention, écrire la documentation de ton code. Et ça, c'est chiant. Il peut aussi faire des commentaires désobligeants sur ta manière de programmer avant de l'envoyer à CloudWatch qui va espionner comment ton code se comporte et donner des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'il a encore craché. Alors pour finir, on peut noter que QCoder, développeur, là je sais plus quoi, voilà, promet aussi monts et merveilles quand même à tous ceux qui ont du vieux code en production, en particulier du vieux code COBOL et .NET. Voilà, si tu sais pas comment te débarrasser de ton code COBOL ou de ton code .NET pour passer dans le 21e siècle et aller sur Linux, Amazon a commencé à marketer la possibilité de moderniser des applications Java, et là, il va plus loin avec le portage de vieilles applis. Alors, évidemment, donc tu pourrais passer donc d'un .NET sur Windows vers en Linux, et tu pourras enfin avouer à ta famille sur quoi tu travailles vraiment. De son aveu même, néanmoins, le VP AWS AI, qui s'appelle, attention acrobatie, Swaminathan Sivasubramanian. C'était courageux de ta part, c'était vraiment courageux de ta part. Nous dit que Q ne pourra pas faire une conversion totale tout seul. Il pourra aider, mais parce qu'il a quand même été entraîné pour avoir une expertise dans ces vieux langages, donc il pourrait s'avérer utile. Mais il faut pas croire que vous allez lui envoyer 10 000 lignes de COBOL ou 40 000 lignes de COBOL et qu'il va vous pondre une application magnifique en Java. Ça, non, quand même pas. Mais il pourra aider, en tout cas. Ça s'adresse à qui finalement? Moi, j'essaye de cerner. J'aimerais avoir des profils parmi les auditeurs, si jamais vous connaissez des personnes qui exploitent les ressources d'Amazon dans le cadre notamment de leur activité professionnelle, de leur développement d'entreprise. Ça s'adresse à qui? C'est un concurrent de qui? De Microsoft finalement, d'IBM? C'est un peu à la croisée des chemins des deux? Clairement, pour la conversion de code COBOL sur des vieilles mainframes et tout ça, c'est clairement en face d'IBM, oui, puisqu'il y a IBM a une offre là-dessus, pour effectivement tenter de moderniser les codes et pousser les gens à upgrader un petit peu, et puis à passer sur leur dernier modèle, quoi. Donc oui, ça pourrait se placer en face d'IBM, ce truc spécifique, ouais. Un seul interlocuteur pour tous vos besoins en entreprise, y compris, Guillaume, sur la gestion des données. On a une nouvelle approche pour le SQL, pour la gestion de bases de données en SQL. Oui, alors il y avait d'autres annonces intéressantes, vaguement intéressantes. C'était intéressante, mais c'est vrai que plutôt pro, on avait le AWS Automated Reasoning Check qui était censé détecter quand un modèle hallucine. Ils en ont parlé de ça, ce qui est assez intéressant. Bon, il détecte les fantasmes, a priori, mais il sait aussi les corriger. C'est-à-dire qu'il va chercher les faits et puis il pourrait corriger la réponse. Alors comment ça marche en détail et à quel point c'est fiable, mystère, parce que c'est pas fiable à 100%, ce serait quand même trop beau. On avait ensuite d'autres annonces, un peu en vrac, hein, pour la Galaxy Service Bedrock, donc la service d'IA d'Amazon. On a un service de distillation qui permet de créer des plus petits modèles en distillant les doucement, comme un bon Canva, comme ça, les connaissances d'un gros modèle dans un plus petit. C'est un service que Microsoft propose aussi d'ailleurs. Et puis, on peut aussi fine-tuner, bien sûr, ces modèles avec SageMaker, qui devient plus flexible. Hein. Il devient plus flexible parce que tu peux dire,
Voilà, je veux ce boulot fait d'ici 2 mois, et Amazon se débrouille à trouver les capacités ici et là pour le faire dans les temps, et ça permet d'optimiser l'usage des serveurs. Et puis on a un service de prompt caching aussi pour éviter de tout recalculer, et puis des cohortes d'agents, tu peux faire des cohortes d'agents avec un superviseur et des grouillots, voilà, un superviseur et puis des agents grouillots, puis ils vont partent bosser dans leur coin, puis ils font leur rapport. Bon, c'est pas très sexy comme sujet a priori, mais je trouvais ça vraiment, vraiment sympa, comme vraiment intéressant. C'est Aurora SQL, effectivement. Enfin, Aurora DSQL, pour être précis, qui est à la base un serveur SQL, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fun au monde, hein, c'est un serveur de base de données, comme tout le monde en utilise à peu près, quoi. Et c'est des bases qui peuvent devenir très, 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 très grosses. Tellement que ça en devient assez naturel dans l'idée de distribuer la charge au maximum. Alors, bon, tu distribues ça sur plusieurs serveurs, ok, mais là, tu peux carrément distribuer ça sur plusieurs data centers dans le monde entier. Tu peux avoir une base SQL complètement distribuée avec des bouts en Virginie et un autre au Japon. C'est la prouesse du système Aurora, c'est le serveur SQL sans serveur. C'est une base à laquelle tu accèdes et derrière, il y a un système de malade qui synchronise tout le bordel à l'échelle mondiale et qui trouve les capacités où elles sont et les utilise de manière transparente. Et c'est quand même pas simple, hein, parce que, imagine, t'es un gars à Toronto, tu demandes une modification, et puis t'as un autre, un quart de seconde après, qui, à Londres, demande aussi une modification sur la même base. C'est vrai que Et c'est le truc à impressionnant. modifier, il est à Tokyo. Bon. La donnée, elle est à Tokyo. Qui te dit que les requêtes à Tokyo arrivent dans l'ordre? Eh ben, il faut les horodater. Et il faut les horodater très, très précisément, puisque les instances, les instances serveurs sont synchronisées à la microseconde près par les horloges atomiques des satellites GPS. Donc les requêtes sont parallélisées au maximum, aussi le traitement de la requête et le stockage sont totalement découplés. Le système est donc en plus très rapide, et donc tout ça c'est quand même assez impressionnant, quoi. Il s'appuie quand même sur des infrastructures. On parlait des câbles, là aussi la semaine dernière, Guillaume, sur des infrastructures qui vont au-delà des infrastructures serveurs. J'imagine que d'un point de vue réseau, ils doivent capitaliser à fond sur des câbles qui leur appartiennent pour arriver à gérer ça de manière aussi fluide. Enfin, en tout cas, c'est la promesse, ce sera vérifié, mais j'imagine que ça doit être le cas, non? Oui, alors c'est sûr que quand t'as un data center, c'est vrai que t'as un câble à toi, je pense. Ouais. Tu peux avoir ton réseau ton câble téléphonique qui arrive pour toi. Mais bon, mis à part ça, Amazon possède pas à lui, enfin tu vois, il y a pas Amazon possède pas des câbles qui font le tour du monde comme Meta, Visage d'Enfer, tu vois, non, ils utilisent des câbles qui sont utilisés par d'autres gens. Après, évidemment, il doit y avoir des trucs, hein, le trafic doit être quand même un peu géré, quoi. Très impressionnant, cette gestion de la donnée aussi décentralisée. Ils doivent freindre les passages des bateaux avec les ancres qui traînent au fond. J'imagine, du coin de l'œil, ils doivent vérifier ça. Bon, Amazon, on le sent, ils avaient une to-do list assez complète. Ils voulaient répondre à tous les enjeux qu'on peut avoir en entreprise. Alors, comme tous les ans, hein, j'allais dire, mais là, ça se vérifie vraiment, encore une fois de plus, à tous les niveaux. On a parlé des modèles de langage, de l'accompagnement du développement, de la gestion de la donnée avec cette petite prouesse de la décentralisation. Mais ils sont aussi présents dans, forcément, des feuilles de route autour du matériel, des puces, y compris dans leur refroidissement, et même, Guillaume, et c'est intéressant de le souligner, dans les enjeux de la captation du carbone. Ils vont vraiment cocher toutes les cases. Est-ce qu'ils vont plaire à Mère Nature, Guillaume? Oui, alors ça, c'est franchement pas sûr. Alors c'est vrai que pour conclure, on peut parler un petit peu du matériel aussi annoncé par Amazon, hardware. avec ces puces Trainium 3 pour 2025. Actuellement, c'est les puces Trainium 2 qui sont déployées, qui sont dispo en gros sur des serveurs de 64 et qui déploient 83,2 pétaflops en théorique, c'est-à-dire en 8 bits et sur des modèles creux. Hein. Pour des modèles denses, puisque sur la plupart des modèles, là, je pense, on est plutôt sur de 20 pétaflops. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins que Nvidia. Surtout, c'est ça qui est clair, mais c'est aussi beaucoup moins cher. On avait parlé en supplément, Amazon a racheté Annapurna Labs, qui crée pour eux des puces spécifiques pour l'IA, donc les Trainium pour l'entraînement, et les Inferentia pour l'inférence, c'est-à-dire pour l'utilisation des modèles au quotidien, donc des modèles de deep learning. Hein. Ils ont fait un partenariat aussi avec Anthropic pour améliorer leurs puces, les co-développer. Anthropic va entraîner ses propres chatbots sur des superclusters AWS, de plusieurs centaines de milliers de ces Trainium 2. Et l'an prochain arriveront les Blackwell en force chez Nvidia qui promettent eux 720 pétaflops par cluster de 72 GPU contre 83 grand max si on a des matrices qui vont bien du côté de chez Amazon, donc avec 64 puces. Donc bon, vous voyez bien qu'il y a un gros déficit. Alors c'est les Trainium 2, les Trainium 3 arrivent. En 2025, elles devraient être 4 fois plus puissantes que les actuelles, on passerait sur du 3 nanomètres. Bon, à voir. De toute façon, c'est pas vraiment une concurrence totalement frontale, c'est juste qu'il y a une alternative qui est souvent moins chère et qui peut largement suffire en fait pour même des très très gros boulots. Bon, tout ça, ça consomme quand même beaucoup d'énergie, ça va chauffer. D'ailleurs, les Blackwell de Nvidia chauffent aussi énormément. Ça entraîne des changements de design chez Amazon qui va modifier le design de ses serveurs pour faciliter l'arrivée du refroidissement liquide.
parce que le water cooling devient petit à petit une nécessité. Donc ça aussi, c'est le signe des temps, hein. On n'arrive plus à juste refroidir avec de l'air les serveurs, comme on le faisait jusqu'à maintenant. On concentre tellement de puissance de calcul et de consommation aussi dans chaque serveur que ça devient nécessaire d'avoir des solutions qui sont un peu analogues finalement à ce que les gamers connaissent bien. Donc voilà, le refroidissement liquide. Et puis vous exportez la chaleur avec un liquide à l'extérieur du serveur, quoi. Et c'est là que vous faites l'échange thermique. Amazon change aussi son réseau électrique pour limiter le plus possible le nombre de conversions continues alternatifs. Les serveurs sont probablement alimentés directement en courant continu. Et le flip se ferait bien en amont et il alimenterait tous les serveurs probablement en continu directement. Chaque gain d'efficacité énergétique est bon à prendre sur ces centaines de milliers de puces Tritium parce que voilà, ça consomme un maximum. Les belles promesses de neutralité carbone s'éloignent chaque jour un peu plus. Alors c'est vrai, oui, bon, Amazon veut quand même dire oui, non, mais on fait des trucs. Donc il se lie avec Orbital, qui est une start-up qui produit des matériaux pour la recapture du carbone. Et donc il couplerait ces systèmes au data center Amazon, qui donc utiliserait... Alors ces systèmes, qu'est-ce que c'est? Je sais pas exactement en fait, parce que c'est très très flou. C'est un matériau microporeux, comme une espèce d'éponge, qui absorberait le CO2 à haute température. Alors c'est cool, potentiellement, c'est cool, ou c'est peut-être décoratif. En fait, je sais pas, parce que c'est très vague, j'ai pas de chiffres, je sais même pas exactement comment ça fonctionne. À haute température, ça veut dire qu'il faut faire chauffer le bazar pour que ça fonctionne ou... Ouais, parce que oui, parce que donc ça veut dire que ça consomme de l'énergie, tout ça. Ah non, mais la chaleur, c'est le data center qui le fournit. Justement, le data center est un fournisseur naturel de chaleur. Ah, très bien, ça c'est malin. Donc en fait, on utilise la chaleur. Alors bon, il y avait plein de trucs, on avait utilisé ça fait longtemps qu'il y a des projets qui utilisent la chaleur pour chauffer, par exemple, de l'eau ou des habitations. Bon, mais ça dépend ça dépend de où tu es et de quelle période de l'année tu es, c'est pas forcément pratique. Là, ils ont un matériau qui apparemment capture du CO2 naturellement. Bon. Encore une fois, je n'ai pas de détails, donc je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, c'est un truc qui capturerait le CO2 et qui aura besoin de chaleur pour ça, la chaleur, ce sera celle du data center. Alors, à quel point ça va en pomper du CO2, à quel point ça compense quoi que ce soit, j'en sais rien du tout, et je ne sais pas vraiment si ça va faire plaisir à Mère Nature ou pas, je suis désolé. Bon. Bah tant pis, mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, effectivement, c'est fou de se rendre compte à quel point les propositions sont floues, manquent de recul, manquent de mise en perspective, manquent de détails. Donc on les relaie parce que c'est important de voir que ça a l'air d'être un sujet qui semble être adressé. En tout cas, il y a une volonté de les adresser par toutes ces entreprises. Mais il n'y a pas encore de solution. De toute façon, ça saurait. S'il y avait des solutions incroyables qui arriveraient là-dessus, on arriverait à régler beaucoup de problèmes. Ce serait enthousiasmant, mais c'est pas demain la veille. Bon, merci beaucoup en tout cas, Guillaume, pour cette couverture des conférences d'Amazon, d'AWS. C'était énorme, il y avait 5 keynotes, donc on a vraiment survolé le truc, mais bon, c'est pour donner une idée plus qu'autre chose. Oui, on n'a pas vertu à avoir l'exhaustivité des sujets dans un podcast, mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'en plus de cette sélection par Guillaume Poggiaspala et des clés de lecture, vous avez en plus dans les notes de l'épisode les liens vers les articles qui vous permettent de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et puis, vous savez où aller si vous avez l'habitude et l'envie d'aller creuser ce genre de sujet dans les détails. On change de rubrique, Guillaume, parce qu'on a quand même plein d'autres choses en matière spécifiquement d'intelligence artificielle à relayer, avec, alors, OpenAI qui nous sort un nouveau modèle, une fois de plus, et aussi un nouvel abonnement qui, alors là, j'allais dire, pète les plafonds de verre des montants d'abonnement qu'on était habitué à voir venir. Et pour des montants tels que vous avez dû voir passer ou que vous avez entendu en intro de l'ordre de 200 balles par mois, on peut être en droit de s'imaginer qu'on va révolutionner les usages, n'est-ce pas, Guillaume? Ouais, 200 balles par... Et je pense que t'as rien vu, parce que là, j'ai vu il y a pas longtemps... Oh merde. C'était sur Reddit, donc c'est pas... Voilà, ce sera à confirmer, mais il semblerait que Devin pourrait être à 500 balles par mois. Devin, c'est un assistant de codage qui fait tout seul, a priori, ce genre de truc. Bon, voilà, en tous les cas, là, évidemment, on est obligé de parler beaucoup d'IA parce que, évidemment, OpenAI a décidé de faire un calendrier de l'Avent. Oublions manifestement que ce calendrier consiste à faire des cadeaux et donc à ne pas faire payer les gens pour. Mais bon, passons. Calendrier de l'Avent, je te montre comment tu vas pouvoir dépenser plus d'argent. Calendrier de l'Avent. Merci, c'est un joli cadeau. C'est gentil. Chaque jour ouvré à partir du 5 décembre et pendant 12 jours, OpenAI fera une annonce par jour, un nouveau produit par jour. Donc voilà, joyeux Noël. On a donc eu le premier cadeau du 5, c'était O1. Donc O1 pas preview, c'est la version définitive qui est donc sortie, qui est disponible pour tous les abonnés. Et c'est pas celle-là qui fait le plus parler, parce qu'effectivement, il y a aussi une autre version de O1 qui coûtera pas moins de 200 balles par mois et qui fait ça peut être 10 fois plus cher que l'abonnement normal. Et donc, pour ce service, il est sans doute certainement 10 fois meilleur, n'est-ce pas? C'est obligé.
Et là donc on va goulûment regarder les résultats des tests d'O1 Allons-y. d'OpenAI, et c'est le drame, parce que Bien. alors, O1, donc disons tout court, hein, O1, la version définitive, en maths et en codage, d'après les tests, il est effectivement un peu meilleur que O1 Preview, c'est beaucoup moins clair sur les questions de sciences générales d'ailleurs. Donc vous constaterez pas forcément que O1 est radicalement meilleur que sa Preview, mais bon, c'est le même prix après tout, et il est effectivement un peu mieux a priori pour certains trucs. Mais quid du mode pro? Le mode pro à 200 balles, qui vous permet, selon Sam Altman, de répondre aux questions les plus difficiles. À mon avis, l'écart entre les scores de O1 et O1 Pro sont dans la marge d'erreur, sauf peut-être en maths. Ah la Et vache. ils en sont conscients. Mais attention, il faut un autre test pour bien montrer la pertinence de O1 Pro. C'est la fiabilité. Parce qu'un chatbot étant ce qu'il est, il peut vous répondre 1000 choses différentes si vous posez 1000 fois la même question. Et donc, O1 peut très bien ne pas répondre de manière systématiquement juste à une question. Peut-être la majorité du temps, il répondra juste, mais peut-être pas tout le temps. Et de ce point de vue, O1 est effectivement plus fiable. En maths, par exemple, si on lui pose 4 fois la même question à O1 Pro, il va répondre 4 fois la même réponse juste, et qui sera juste d'ailleurs dans 80% du temps, sur le benchmark AIME pour être précis. Alors que le O1 normal ne répond pas forcément bon les 4 fois simultanément. Peut-être qu'il va vous répondre juste 3 fois sur 4 ou 2 fois sur 4, mais il va pas répondre forcément toujours juste, même si des fois il répond juste. Et donc, grosso modo, c'est vrai que si on regarde l'écart entre ces deux modèles, si on pose chaque question 4 fois, effectivement, ça se creuse plus nettement. Donc effectivement, O1 Pro est nettement plus fiable. C'est-à-dire qu'au moins, s'il vous répond un truc, bah, vous avez une bonne chance de vous dire qu'il vous répondra toujours ça, quoi. Mais bon, je m'interroge quand même, parce que pourquoi payer 10 fois plus cher si on peut juste poser plusieurs fois sa question avec l'abonnement à 20 balles? Mhm. Et en vrai, on a aussi une réponse de pourquoi payer 200 balles, ça sera Sora, mais on en parlera après. Bon, on ne sait pas comment exactement marche O1 Pro, mais on suppose que du coup, s'il est aussi cher, c'est qu'il doit allouer énormément plus de temps et donc énormément plus de calculs aux réponses. Et il est possible que ce soit en faisant beaucoup plus d'hypothèses et finalement en décidant de quelle est la meilleure à la fin, ou de faire un vote en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fait, je sais pas, disons 40 hypothèses, et puis on regarde celles qui reviennent le plus souvent. Et donc on fait une majorité, quoi. On vote à la majorité, on voit quelles sont la majorité des réponses. En gros, chaque raisonnement vote pour sa propre réponse, et puis on prend la majorité. Du coup, effectivement, forcément, c'est beaucoup plus stable, parce que vous prenez toujours la majorité, donc vous savez que la majorité du temps, il va répondre ça. Mais le truc, c'est que du coup, ça veut dire qu'il consomme encore énormément plus d'énergie que One Preview, qui lui-même consomme énormément plus d'énergie que GPT-4. Donc bon, c'est un truc aussi à garder à l'esprit, j'imagine, et je pense que si ça coûte 200$, c'est qu'il doit faire vraiment, vraiment beaucoup de calculs. Et bon, du coup, comme O1 Preview, O1 n'est pas adapté à toutes les situations non plus. Il n'a aucun intérêt pour écrire de la fiction. Il est aussi moins bon que GPT-4o à faire des textes qui soient convaincants en politique, et ça a d'ailleurs été testé. Les premiers retours sur O1 Pro sont assez mitigés. Sam Altman lui-même dit que pour la plupart des gens, O1 c'est largement suffisant. Mais même, à qui s'adresse O1 Pro? 10 fois plus d'argent pour gagner quelques pourcents au mieux, c'est pas évident. Alors O1 est désormais multimodal, au fait d'ailleurs, il peut, en mode pro ou pas pro, analyser des images, comme le bon vieux GPT-4o, mais il le fait pas vraiment mieux que GPT-4 en fait. Sur X, Tibor Blao a posé un test qui est pas glorieux, le test c'est un petit peu toujours pareil, je suppose que vous avez tous en tête cette célèbre illusion d'optique avec deux lignes identiques, deux lignes identiques, deux segments identiques, mais il y a des espèces de moustaches à gauche et à droite, des traits, des moustaches qui vont vers l'intérieur, vers l'extérieur, ce genre de trucs-là, et ces moustaches-là, ces traits qui sont au bout, elles vous font croire que l'une est plus longue que l'autre. C'est une illusion d'optique, vous voyez sans doute le truc, ce que je veux dire. On peut en faire un piège, en fait. On fait deux lignes qui sont vraiment très très nettement différentes, il y en a une qui est vraiment beaucoup plus courte que l'autre, qui c'est absolument évident, même à l'œil, mais on va quand même rajouter les moustaches de chaque côté. Et O1 et O1 Pro, ils continuent à voir, entre guillemets, l'illusion d'optique. Et à te dire, en douille, à 200 balles par mois. Ah, mais on dirait que l'une est plus courte, mais c'est une illusion, gna 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 gna. Ouais, bon. Donc il hallucine et regarde pas vraiment le truc, en fait. Et il réfléchit pas vraiment dessus, donc il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau, en fait. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la tactique de la réflexion, elle aussi arrive à une sorte de rendement décroissant, parce que O1 est un peu meilleur, parce que le modèle de base est sans doute un peu mieux abouti, aussi c'est vrai, mais le mode pro, finalement, même si il est très cher, donc il doit exploser la quantité de calcul, finalement, il n'est pas beaucoup mieux que O1 standard en réalité. Et donc, même en lâchant complètement la bride, on constate que le mode pro n'apporte pas forcément énormément de choses, et en tout cas beaucoup moins le rapport coût-avantage par rapport à la quantité de calcul supplémentaire, c'est pas incroyable. Donc on pourrait dire, voilà, on a des progrès incrémentaux,
Et même la technique du test time compute, donc ces modèles qui réfléchissent, montre aussi qu'elle a ses limites. D'ailleurs, pas mal de retours montrent que Claude 3.5 serait aussi bon que One dans la majorité des cas, pas forcément dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, et serait bien plus rapide du coup. Ouais, j'ai vraiment eu du mal à comprendre à qui pouvait s'adresser cette nouvelle proposition de service et je me suis dit, je vais aller creuser un peu, je vais aller investiguer pour voir si certains expriment de l'enthousiasme. J'ai vu personne. Je me demande si, si ça va pas être quand même un énorme fail à ce prix-là. Je serais vraiment très ouvert à ce qu'on m'éclaire et à ce qu'on m'ouvre les yeux sur quelque chose de vraiment pertinent, mais bon, je n'ai pas identifié. Donc, corrigez-nous et complétez un petit peu cette réflexion et donnez-nous des... Alors, voilà, alors, parfaite transition. Enchaînons donc effectivement sur Sora. Parce que ça fait un moment qu'on parle de Sora, mais on ne parle à chaque fois de Sora que sous l'angle de la prévisualisation. Et là, depuis la semaine dernière, ça faisait partie des annonces d'OpenAI. Ils ont sorti Sora, alors presque partout, Guillaume. Oui, Sora est arrivé le lundi 9, donc le lundi 9, juste après le week-end, le temps attendu Sora qui doit tout casser, et qui est donc pas encore disponible en France. Bon, pas exactement pourquoi, mais évidemment c'est encore un problème réglementaire. En Europe. On peut quand même se rincer l'œil sur les productions des autres, et certaines sont vraiment démentes. Certaines sont volontairement abstraites, d'autres sont totalement photoréalistes. Sora produit des vidéos en 480p, 720p ou 1080p, voilà. La génération est d'autant plus lente, d'ailleurs, c'est 8 fois plus lent en 1080 qu'en 480p. Et donc, il a l'air incroyable, vu comme ça. Et bon, il réussit certains trucs très bien, mais il n'y a quand même pas de miracle. Alors déjà, on voit des incohérences, même dans certaines vidéos de démo, et c'est confirmé par Marcus Brownlee, qui a eu accès une semaine avant tout le monde à ce truc-là, et qui détaille ses impressions. Il y a depuis Numérama aussi qui a fait une vidéo là-dessus. Et oui, même Sora, s'il peut produire, c'est vrai, des paysages magistraux, des animaux, des gros plans, des cartoons qui sont vraiment bluffants, il n'est pas à l'abri, pas plus que ses concurrents, des soucis de cohérence et de physique très hasardeuse. Les sujets continuent d'apparaître, de disparaître, de fusionner, il y a des trucs qui se passent devant, c'est compliqué. La vidéo des chiens est incroyable. Les pattes, les jambes, c'est compliqué les pattes et les jambes. Qui est devant, qui est derrière, voilà. Les pattes, c'est oulala, c'est les pattes, ça se passe devant. Elle est où la queue? Voilà, la patte droite, la patte gauche, bon, on sait jamais. Donc le machin qu'on tienne dans les mains aussi, ça continue d'être difficile, il apparaît, il disparaît. C'est très très compliqué. La physique et le mouvement sont pas forcément non plus très réalistes tout le temps d'ailleurs. On a souvent des sortes de ralentis. Ils sont pas forcément cohérents sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a des mouvements qui sont pas naturels aussi, ou hors contexte sur les sujets. Donc voilà, le Sora peut partir d'un simple texte, d'une image aussi. Il peut remixer une vidéo. Donc il fait du vidéo to vidéo, il modifie l'ensemble avec un prompt. L'interface est très bien, il y a aussi une sorte d'éditeur de storyboard où tu peux créer plusieurs segments donnant des prompts un peu différents pour chacun. Alors là, c'est tôt quand même pour dire s'il est au-dessus ou au-dessous, par rapport où est-ce qu'il est par rapport à un Runway ou à un Kling. Mais ce qui pose question, au-delà de sa qualité intrinsèque, évidemment, c'est son prix. Parce qu'il est accessible à partir de $20, donc dans le truc normal, quoi. Mais il est très limité pour ce prix, il a que 50 générations par mois, en résolution minimale, vous pouvez pas générer d'animation avec des humains apparemment. Si vous voulez gérer du Full HD, vous avez qu'une dizaine de générations finalement, c'est dérisoire. Et la seule autre option, il n'y a rien entre le mode à 20 balles et le mode à 200 balles. La seule autre option, c'est le mode à 200 balles. Ça en fait certainement le générateur de vidéo le plus cher du monde, j'imagine. Donc 10 mois plus tard, Sora est donc beaucoup moins révolutionnaire qu'il y a 10 mois, vraiment, c'est parce qu'on a quand même vu beaucoup d'autres depuis. Et son positionnement tarifaire est quand même pour le moins original, je dirais. Bon. Je sais pas pour des personnes qui bossent dans la vidéo, effectivement, tu avais raison dans ta réponse, je pense que c'est une piste de réponse. Les personnes qui bossent dans de la vidéo, qui ont besoin d'un service qui leur permette de générer des segments de vidéo comme ça pour servir d'image d'illustration, peut-être 200 balles par mois, c'est cher, mais par rapport à des accès à des banques d'images illimitées... Il faut que ça te rapporte plus de 200 balles par mois, déjà. Tu vois. Mais par contre, je crois qu'il y a quand même des concurrents qui font des choses déjà très bien et moins chères. Donc bon, je serais curieux de mettre ça à l'épreuve du temps et de la commercialisation. On verra. En tout cas, ça ressemble quand même au calendrier de l'argent. Effectivement, Guillaume, je reprends ce que tu mettais dans les notes de l'épisode pour les annonces d'OpenAI sur cette fin d'année. Oui, d'ailleurs, je réalise que je n'ai pas parlé du cadeau du 6 décembre, sans doute parce que c'est pas un service très grand public, parce que ça a été le service de fine-tuning à destination des chercheurs. Donc vous pouvez candidater pour avoir un accès à une API, pour personnaliser des modèles OpenAI pour des tâches très spécifiques, puis après il y a un feedback, vous pouvez échanger avec OpenAI sur les résultats et tout ça.
Et sinon, cadeau pour OpenAI lui-même, il y a un petit contrat avec l'armée américaine. Il y a Anduril, qui a été fondé par Palmer Luckey. Anduril, Luckey qui a quand même fait une transition assez inattendue entre les casques VR vers les drones militaires, enfin en tout cas vers la défense, plus ou moins vers les drones et la défense, quoi. Bon, Palmer Luckey, c'est aussi un membre de la secte MAGA, il a soutenu Donald Trump très tôt. OpenAI qui a fait affaire avec Anduril, évidemment, c'est une bonne affaire politiquement, parce que quelque part, il se positionne aussi du bon côté un petit peu. Alors OpenAI se transforme petit à petit, enfin, disons de manière assez... ça ressemble de moins en moins à une ONG quand même, il faut le dire. Sam Altman se dit que... alors il a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que c'était perturbant d'avoir IA et pub mélangés, que ce serait qu'un dernier recours, qu'il n'aimait pas la pub, tout ça. Bon. Là, le CFO Sarah Frayer dit qu'ils sont en train d'explorer le truc. Comment faire du business avec de la pub, parce que quand même ça rapporte. Bon, un temps, OpenAI était une ONG qui voulait développer l'AGI, l'intelligence artificielle générative pour tous. Et d'ailleurs, il y avait une clause dans le contrat qu'il a passé avec Microsoft, quand il a versé tous ses milliards dessus, qui indiquait que s'ils arrivaient à trouver cette AGI, ça y est, cette AGI serait exclue d'utilisation commerciale, quoi. C'est-à-dire que Microsoft, malgré leur investissement, n'y aurait pas accès et ce ne serait pas un truc Microsoft. Parce que, évidemment, si on avait une AGI, si on avait une intelligence de niveau humain, je ne sais pas, t'imagines l'importance d'une super intelligence, les répercussions, si une seule compagnie avait son monopole. Bon, ce serait terrible. Bon, là, on en rediscute. Finalement, après moult milliards distribués, Microsoft estime quand même que l'AGI, si OpenAI la trouve, il la mérite, quoi. Et donc, OpenAI va virer cette clause parce qu'elle est quand même très contraignante. Et maintenant, la guerre. Anduril a un contrat avec la marine pour des défenses anti-drones, et OpenAI va mettre la main à la pâte. Donc ils vont travailler pour l'armée, du coup, faire des IA pour l'armée. Alors, oui, un temps, cette ONG avait écrit dans sa charte qu'elle ferait que des IA pour le bien de tous, et qu'elle s'interdisait toute application militaire. Ça a été effacé depuis. OpenAI assure qu'elle est du côté des gentils, par contre. D'ailleurs, elle va travailler sur le versant défensif. C'est des trucs pour se défendre contre des drones que les méchants envoient. Et puis Microsoft aussi travaille pour l'armée de toute façon, et puis Intel aussi, et puis Google aussi. Même si les employés de DeepMind en particulier sont contre, Anthropic et Amazon aussi. Ils travaillent avec les fédéraux et le département de la défense, ils ont obtenu une habilitation secret défense, Anthropic. On en a parlé d'ailleurs, il me semble, c'était en novembre, et ils travaillent avec Palantir, qui est la grosse boîte de Peter Thiel. Donc Anduril est devenu une grosse boîte qui pèse désormais 14 milliards de dollars. Le contrat qu'elle a avec la marine pour les drones n'est que de 200 millions, mais c'est quand même un bon début pour OpenAI aussi, parce que il va y avoir pas mal de débouchés pour l'IA dans le secteur militaire. Éthique, pas éthique, très concrètement, on voit aucune restriction particulière dans l'usage de l'IA militaire. Ça expérimente tout azimut. Les boîtes font des deals un peu tout le temps et c'est inévitable. Alors, la Chine est constamment évoquée comme une menace, évidemment, et elle ne se prive pas d'ailleurs d'utiliser toutes les technologies possibles pour son armée. Et puis, il y a des choses qui sont assez inquiétantes quand même, parce que, je sais pas, vous avez probablement vu des essaims de drones autonomes chinois, là, aux cérémonies du Nouvel An, tout ça, il y a eu 10 000 drones synchronisés avec des jolies lumières. Bon, voilà, ça sert avec des light shows qui sont très spectaculaires. Enfin, si tu leur mets à chacun une grenade dans le bide, tu peux facilement menacer quelqu'un très sérieusement avec un truc comme ça. Et c'est pas de la science-fiction, ça. C'est totalement possible. C'est le genre de menace, je pense, qu'Anduril, OpenAI et l'armée imaginent contrer avec leurs IA. Mais je pense qu'ils vont surtout commencer beaucoup plus doucement, en fait. C'est-à-dire que on imagine souvent que voilà, il va y avoir des Terminators et tout. Oui, il y a des recherches pour des armes autonomes, tout ça, des tanks qui tirent tout seuls. On avait parlé d'un tank qui visait tirer tout seul, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir aussi que l'armée américaine, en fait, elle est beaucoup moins. Elle a presque un retard technologique par rapport au grand public, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des appareils qui discutent entre eux tout le temps. Ils échangent leurs données tout le temps. Ils peuvent échanger des trucs. On peut, tu vois. Beaucoup de nos appareils sont interopérables, partagent de l'intelligence, sont sensibles au contexte, etc. Bon, ils anticipent des trucs. L'armée, non. L'armée, ils ont des systèmes qui se parlent pas forcément. Il y a un mec qui vise un truc, il faut qu'il dise à un autre mec de programmer le truc pour envoyer, un missile. Enfin bon, c'est pas pareil, quoi. Et en réalité, juste, là, ils ont fait une démo en Duril de leur système. Et leur système, en fait, c'est un système de vidéosurveillance, quoi, globalement, mais qui est capable d'interagir avec un drone. Et c'est ça le truc, c'est que en fait, le système d'Anduril, c'est une sorte de réseau de caméras. Et ce réseau de caméras, il regarde tout, et dès qu'il voit quelque chose qui est une menace,
Il la repère, il la marque, il calcule sa vitesse, il calcule sa position, il segmente le tout, donc il y a de l'IA effectivement dedans. Et puis il discute avec des drones et il pilote les drones. C'est le système qui pilote le drone. Si vous dites, envoie un drone là, le système d'Anduril va utiliser toutes les données que le système a visuellement, plus évidemment ce que voit le drone, et le drone va y aller, et puis éventuellement le drone peut intervenir. Mais le simple fait en fait que le système enfin, qu'il y ait une interopérabilité entre le système de vision et le système de drone, c'est déjà énorme en fait pour l'armée. Donc ça part, peut-être ça aboutira à Skynet et à Terminator, mais pour l'instant ça part de ça. C'est-à-dire on a un drone qui est piloté par un système de vidéosurveillance avec un opérateur dans un truc devant un PC qui dit bah oui, qui avec la souris qui clique, bah oui, va envoyer ce drone là-bas quoi. Hmm. J'en profite, j'étais invité hier par la Sorbonne Nouvelle à Paris sur une petite table ronde autour du rôle des machines dans notre société. Et alors, c'était précédé d'une projection d'un film que je n'avais jamais vu. Est-ce que tu as vu ce film qui s'appelle War Games, qui date quand même de 1983 ? Oui, tout à fait, oui. Pas tout jeune. Et c'est juste rigolo de voir les parallèles qu'il peut y avoir entre les sujets là, que tu mentionnes, des sujets qu'on aborde dans Tech Café parfois, sur le rôle effectivement de l'intelligence artificielle, ou en tout cas d'une espèce d'informatique poussée derrière les décisions de l'armée. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas facile à voir ce film parce que l'esthétique n'est pas celle des films qu'on a aujourd'hui 50 ans plus tard, mais il faut reconnaître que sur beaucoup de composantes, il n'a pas du tout perdu de sa saveur. Et ça mérite de le voir si vous ne l'avez pas vu, ou de rejeter un coup d'œil pour réfléchir un petit peu aux impacts de l'avancée technologique, pas que de l'intelligence artificielle, dans la société militaire, dans les applications pour la société. C'est intéressant. T'en avais un bon souvenir de ce film, toi, ou tu l'as vu il y a longtemps ? Enfin, ça fait longtemps que je l'ai vu quand même, mais oui, j'avais plutôt bon souvenir. Ouais. On continue parce qu'on parle d'OpenAI là, à tort et à travers. Il n'y a pas qu'OpenAI, notamment pour la génération de la vidéo, et puis on parlait des alternatives. Il y a Google aussi qui développe sur ce sujet. Oui, Google a déployé Veo, son générateur vidéo, pour les utilisateurs de Vertex AI. Donc c'est pas pour les particuliers, mais les entreprises qui peuvent donc d'ores et déjà demander à Google de leur générer des clips vidéo en 1080p, de l'ordre de la minute à peu près. Une nouvelle version d'Imagen aussi qui va arriver en même temps que VO, dont la qualité est bonne. Certains clips d'ailleurs passeraient sans problème pour des vidéos réelles. Et puis évidemment, si on regarde bien, il y a des petites imperfections, mais ce sont pourtant des vidéos qui ont été bien choisies aussi. Donc bon, c'est un petit peu toujours la même histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Google annonce déjà des partenariats avec Mondelez, c'est-à-dire ceux qui font Lu, Milka, Côte d'Or, etc., ou Agoda, qui est une plateforme de réservation. Il y a Quora qui va intégrer Po avec VO, donc vous pourrez générer des vidéos directement dans leur chatbot. Il y a l'usage pro, le plus évident, c'est la pub. Et Agoda avoue qu'il utilise déjà à peu près toutes les queries Google, donc Gemini, Imagen et VO, et qui génèrent des images sous Imagen qui vont animer avec VO pour, je cite, rationaliser les coûts de création de contenu marketing. Bon ben voilà, il faut de la pub faut de la pub générative, et puis bon, c'est vrai que la pub, c'est le premier débouché assez naturel quand même pour ça. Une pub, c'est court, ça n'a pas d'histoire, il n'y a pas forcément de dialogue, ça doit être très flashy, bon, voilà, et puis vous pouvez en pondre plein, quelque part, c'est assez naturel, j'imagine. On continue avec la 3D et le jeu vidéo, Guillaume. Oui, alors tu l'avais demandé la semaine dernière, c'était vraiment une demande express de ta part, je sais pas si tu te souviens, après les images, les vidéos et les photos en volume qu'on avait vues, est-ce qu'on ne pourrait pas générer des mondes interactifs carrément ? Eh bien oui, du coup, puisque cette news existe, et en fait, on a même 2 nouveaux modèles pour le prix d'un, donc deux modèles pour le prix d'une seule news. Ou peut-être qu'on va les faire séparément, parce que, en tout cas, parce qu'ils sont assez différents en réalité. D'un côté, on a Genie 2. Alors Genie 2, c'est pas un total inconnu, puisqu'on avait parlé de Genie 1, c'était un modèle de DeepMind qui était capable de simuler des jeux de plateforme, avec une physique à peu près cohérente. Alors c'était pas incroyablement impressionnant, c'était en 2D, c'était pas très joli, la cohérence temporelle n'était pas non plus très très longue. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Genie 2 a beaucoup progressé par rapport au 1, puisque le principe est exactement le même, il va simuler des jeux vidéo en 3D. Alors, première personne, troisième personne, ou même perspective isométrique, que ce soit des jeux de voiture, des simulations de vol, des RPG, ce que vous voulez. En tous les cas, il a vu passer des milliers, des millions peut-être d'heures de jeux vidéo. Et puis, vous lui donnez une image, et puis il vous l'anime, mais en fonction de vos entrées, c'est-à-dire en fonction de vos commandes. Vous avez une sorte de clavier virtuel, vous avez un ZQSD sur l'écran, puis vous pouvez vous déplacer dans votre image, vous pouvez sauter, tomber, en gros le modèle hallucine un jeu qui se rapproche de ce qu'il a vu, et il le fait réagir comme il a vaguement vu réagir des trucs qui ressemblent à votre image, quoi.
Genie 2 a une mémoire qui est aussi nettement meilleure, hein, donc vous voyez devant vous, alors évidemment, si vous avancez, voilà, le décor défile. Puis si vous tournez, le modèle inventera un décor plausible avec voilà, le même style. Et puis si vous avancez un petit peu et que vous retournez à nouveau, le décor de départ sera toujours le même. Donc il y a une cohérence globale du volume, quoi, du monde dans lequel vous êtes. Le Genie 2 vous rêve donc un jeu vidéo à partir d'une image et d'une série de touches que vous appuyez par diffusion, hein, c'est la même chose que Genie 1, vraiment, bon, le principe est le même. Hein. Donc si l'image de départ c'est une voiture, ben, il va la faire rouler, puis si vous demandez de tourner à gauche alors que la route elle va à droite, ben, vous allez tomber dans le fossé, vraiment, le modèle sait que c'est ce qui doit se passer dans ce type de situation. Les ombres des personnages sont simulées, l'éclairage aussi, dans une scène où vous êtes dans un donjon, la lumière éclaire les murs d'une manière qui est assez étonnamment bonne en fait. La lumière vacille, crée une ambiance crédible, c'est assez bluffant. Il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment impressionnant et on imagine que ce type de techno pourrait être très pratique pour le prototypage, par exemple, là, de jeu. Vous avez un croquis, un artwork, un simple concept, et puis bah, vous pouvez directement faire un bout de jeu qui réagit avec ce style, et bah, ce sera sans doute très cool. Après, bon, moi je vois passer beaucoup de titres comme la révolution pour le jeu vidéo, le futur des moteurs 3D, tout ça. Non. Pour moi, non. Pas du tout, ni à court, ni à moyen terme. Ce que je vois avec Genie, Game Engine aussi, ou Oasis, hein, qu'on a découvert, Oasis c'était le simulateur de Minecraft, c'est cool, c'est vrai, c'est incroyable, c'est sûr, mais d'un point de vue pratique, c'est nul. Il y a plein de raisons à ça. Déjà, ce générateur utilise une puissance de calcul colossale pour générer des images floues, des détails peu stables, parce qu'il y a régulièrement des anomalies, ça reste de la génération vidéo. Hein. La physique, bon, il y a une physique qui se tient à peu près, mais qui est quand même très approximative. La cohérence temporelle, elle est bien meilleure que sur Genie 1, mais elle dure jamais plus d'une minute. Et un jeu vidéo, c'est des dizaines d'heures de jeu. Et donc on est quand même très loin du compte. Alors oui, c'est que le début, mais on est vraiment très loin. Un modèle qui soit cohérent, longtemps, qui offre une qualité comparable à celle d'une PlayStation 5, et qui tourne sur une machine grand public qui coûterait le prix d'une PlayStation 5, ça on est vraiment très 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 loin. Donc oui, c'est peut-être le début, mais c'est quand même déjà un gros frein. Et première chose. Et la deuxième chose, c'est que, j'avais déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est un jeu vidéo ? C'est pas juste une série d'images qui ressemble à un truc qui s'est déjà fait. Un jeu vidéo, c'est une cascade innombrable de réglages et de choix qui font un gameplay. Or, tu peux rien régler. Là, tu peux rien choisir. Sinon l'image de départ. On pourrait imaginer, oui, de changer comment se comporte le modèle pour influer sur le type de jeu, mais comment ? En le fine-tunant ? On fait une fine-tuning à chaque fois ? Tu refais une session d'entraînement à chaque fois que tu changes le nombre de points de vie au départ de ton jeu ? Ou à quelle fréquence tu obtiens tel loot ? C'est formidablement inefficace. Imagine que tu aies une quantité de mémoire de calcul formidable. Ton jeu, que ce soit un clone d'Angry Birds ou de Call of Duty, va utiliser la même quantité de mémoire et de puissance. Et ça, de toute façon, tu pourrais l'utiliser, enfin, tu pourrais l'afficher avec 100 000 fois moins de ressources sur une console de salon, et pas sur des serveurs monstrueux. Donc une révolution totale dans la prod de jeux vidéo, je pense pas, vraiment. Mais c'est pas grave, parce que je pense que la génération vidéo en général, au-delà d'être un outil pour générer de la pub, elle a un potentiel pour rendre les modèles plus intelligents, genre pour les chat GPT du futur. En fait, je pense que la multimodalité, elle est fondamentale pour créer des chatbots qui réfléchissent plus comme nous. Et c'est assez logique, parce que nous-mêmes, on est multimodaux. Aujourd'hui, on constate que faire réfléchir les modèles, c'est-à-dire les faire dérouler sur potentiellement des milliers de mots, hein, leur raisonnement, ça les aide un peu. C'est pas étonnant, parce que c'est déjà un point simple mais important. Hein. La réflexion à la O1, là, hein, ce que fait O1 hein, d'OpenAI, ben, ça permet au chatbot de revenir en arrière. Parce que par essence, un chatbot, ça écrit du texte de manière autorégressive, donc il rajoute des mots, il va toujours vers l'avant. Tu le fais réfléchir, tu lui permets de reprendre un raisonnement, de le recopier pour le vérifier, le corriger. C'est une manière de faire des allers-retours comme nous on le ferait. C'est toujours en mode texte, et nous, on raisonne pas uniquement en mode texte. On raisonne visuellement, on raisonne aussi avec ce qu'on connaît du monde, avec ce qu'on connaît de sa physique, etc. Les modèles nativement multimodaux peuvent à la fois analyser et produire toutes les modalités. Ils peuvent analyser et générer du texte, des images, du son et pourquoi pas de la vidéo. Un modèle multimodal qui réfléchit pourrait donc inclure des représentations visuelles, des schémas, des images. Il pourrait réfléchir à un problème de géométrie comme nous, en faisant des dessins, en testant des hypothèses sur le graphique directement. Et si on va plus loin, on peut imaginer qu'il puisse rajouter le mouvement à ça en produisant de la vidéo. Il pourrait se générer tout seul des scénarios dans sa tête, et il pourrait se faire des films, comme nous, les commenter, les analyser. Il pourrait donc utiliser beaucoup plus de connaissances du monde pour ça, toute la connaissance du monde qui serait donc encodée dans les générateurs vidéo. Il pourrait être plus efficace. Grâce à ça, un robot pourrait générer des schémas de ses propres configurations pour se projeter comme nous on le ferait. Je pense que réfléchir en multimodalité, ça pourrait être la prochaine étape. Même pour les voitures, hein, cette possibilité d'imaginer des choses que le robot ne voit pas, je pense qu'elle est capitale.
Ça va être graduel. On commence à avoir des modèles nativement multimodaux, c'est-à-dire qui comprennent et qui génèrent des images, par exemple. On pourrait imaginer de futurs modèles qui mettent ça à profit pour réfléchir aussi visuellement, et ça pourrait arriver dans pas trop longtemps. Et on pourrait imaginer plus tard un modèle qui pourrait imaginer le mouvement par génération vidéo, quoi. Mais évidemment, pour que ces modèles soient utiles, pour que ces générations-là soient utiles, il faut qu'elles soient instruites d'un modèle du monde et qui soit pas trop cassé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment les modèles de génération vidéo gèrent la physique. Pour l'instant, c'est pas méga brillant, hein. Sora, la plupart du temps, il est à la ramasse. Ah oui. Genie 2, il est pour le coup un peu plus solide sur ses appuis. C'est loin d'être parfait, mais on dirait que ça commence à rentrer. Et puis pour réfléchir, tester un scénario, hein, que même nous, dans notre tête, c'est jamais des films de 2 heures, donc une itération de quelques secondes ou dizaines de secondes, ça pourrait suffire. Donc c'est intéressant. Alors, dans l'article sur Genie 2, il parle de l'entraînement des agents dans des mondes virtuels, c'est un débouché, c'est vrai. Peut-être le plus intéressant pour moi, à l'avenir, ce serait, alors peut-être à moyen terme quand même, hein, c'est pas forcément des générateurs vidéo super qui pondent de la 4K photoréaliste en fait. C'est plutôt des générateurs qui donneraient aux IA une capacité de réfléchir le monde qui serait plus proche de la nôtre. Et ça pourrait leur permettre de se projeter, de se faire des films, hein, voilà, pour raisonner plus efficacement. Si OpenAI dit que Sora fait aussi partie de la quête de l'AGI, comme il l'aurait déjà écrit, c'est peut-être ça qu'ils ont en tête. Bon, après, ça va demander des quantités formidables de calcul, hein, de générer la vidéo et de analyser cette vidéo, puis de régénérer une vidéo en corrigeant un autre scénario, etc. Ça pourrait demander des quantités formidables de calcul et de ressources. Donc c'est pas pour tout de suite, et ça pose question aussi de savoir si ce sera même faisable dans un temps raisonnable, on va dire, je sais pas, mais bon, j'ai été très long, désolé, là, c'est un peu spéculatif, lui ça en plus, mais voilà, c'est intéressant. Je sais qu'il y a une partie des auditeurs, Guillaume, qui ont clippé, comme on dit, et qui ont sauvegardé ton passage et qui attendent impatiemment dans 2-3 ans les avancées incroyables qui seront faites et qui montreront à quel point ça a bouleversé la manière dont les studios créent les jeux vidéo. Mais effectivement, je pense que le point central de ce que tu évoques est effectivement que pour créer un jeu vidéo, il n'y a pas que l'interaction utilisateur-décor et personnages, mais il y a aussi effectivement tout le gameplay qui est une composante assez essentielle et pour l'instant, il y a pas de réponse là-dessus. Par contre, effectivement, de prototyper des idées, d'avoir des aperçus, d'itérer, d'être un petit peu dans une idéation, sans doute que ça doit être des ressources intéressantes là-dessus. Je voulais juste vérifier, Guillaume, est-ce que tu veux conclure et compléter avec des éléments qui sont relatifs à Generating Worlds de World Labs ou est-ce que c'est bon, on a fait le tour? Oui, c'est vrai qu'il y a encore un modèle à détailler, mais je te dis, c'est dans la continuité. Hein. Oui, je vous avais promis 2 nouvelles, je m'en souviens. Le deuxième, c'est celui de World Labs, qui se trouve être une boîte fondée par Fei Fei Li, qui est une célébrité dans le monde de la recherche en intelligence artificielle. Elle vient de Stanford, c'est une spécialiste de la vision, et c'est la directrice de thèse d'Andrew Karpathy d'ailleurs, qui est un ex d'OpenAI, qui est très connu pour son grand talent de vulgarisation, et qui s'est d'ailleurs plus ou moins reconverti dans la pédagogie. Mais bon, assez d'infos people. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, World Labs? Ils font des mondes, monsieur, des mondes. En fait, pas C'est tout à beau. fait quand même, hein. C'est un générateur d'images dans lequel tu peux te déplacer, mais c'est différent de Genie 2. En fait, le modèle de World Labs n'hallucine pas en permanence un ersatz de jeux vidéo comme ça en temps réel. Là, il donne une image, et tu lui donnes une image, et puis ça imagine comment se déplacer dedans. Donc, il dit que l'image est une vue d'un monde qui est généré, qui est complété, C'est génial. et dans lequel vous avez un tout petit peu de latitude de mouvement. Incroyable. Donc, déjà, vous pouvez tourner la tête, hein. Mais ce qui n'est pas une nouveauté, parce qu'il existe déjà le générateur de panorama à 360, là, vous pouvez aussi vous déplacer, vous translater un tout petit peu. En gros, c'est comme si vous regardiez un monde tout en étant confiné dans un petit cube. Et vous pouvez vous déplacer dans ce cube. C'est painting d'une dimension supplémentaire. C'est ça, c'est les painting en 3D. Donc tu peux te déplacer dans ce petit cube, mais tu peux pas en sortir. C'est déjà dingue, surtout que la qualité de génération, pour le coup, elle est très bonne. Hein. Vous essayez sur le site, c'est génial. C'est si joli que ça en est frustrant, parce qu'on peut pas se déplacer beaucoup. Ouais. On aimerait... ça sent un petit peu prisonnier, quoi. On aimerait aller On plus est loin. bloqué par un espèce de mur invisible, comme dans Donc beaucoup de jeux vidéo. on peut ajuster la distance de focale, la profondeur de champ. Hein. En fait, World Labs ne simule pas en temps réel. Hein. Il va générer non pas une image, mais une vraie scène 3D avec suffisamment d'informations pour justement recalculer la vue selon les déplacements, et la distance focale, etc. Les points de vue et même un semblant d'interaction en fait, puisque c'est quand même une scène 3D, donc les objets peuvent réagir au clic. C'est très limité, le décor peut pas changer bien entendu, mais si on imagine des jeux d'aventure à la Myst par exemple, ça pourrait être très intéressant pour ce type de jeu. Ouais. Il faudrait que ce soit un peu plus vaste, hein, évidemment, parce que là, sinon... Quoique, ça permet déjà de faire des environnements de recherche, mais pour que ce soit un petit peu plus immersif, il faudrait que les environnements soient plus vastes. Mais je trouve la prouesse vraiment remarquable. Allez le tester, hein, c'est hyper ludique. Vous l'avez là aussi dans les notes de l'épisode, dans la rubrique cadeau payant,
intitulé Guillaume. Bon, on change parce que quitte à aller dans d'autres mondes virtuels, peut-être rester dans la réalité, mais dans des mondes inaccessibles qui sont ceux qui nous permettent d'aller vers l'espace ou même ailleurs, vous allez voir. Donc oui, on se tourne un petit peu vers le ciel, à commencer par effectivement la connectivité. Avec les satellites, Guillaume, ça avance là-dessus. Oui, ça y est, c'est dingue quand même. Starlink vient de compléter sa première sous-constellation de satellites Starlink 5G. Il vient d'envoyer un batch de 20 satellites tout dernièrement, dont 13 étaient équipés pour recevoir la 5G. Ce qui fait qu'au total, parmi les 6800 à peu près satellites en l'air, il y en a 330 qui peuvent communiquer avec des téléphones non modifiés, des téléphones normaux, quoi. C'est dans le cadre de la collaboration Starlink T-Mobile, un téléphone standard peut désormais communiquer à 10 mégabits seconde avec un satellite et accéder à Internet via la constellation. Et c'est que le début, puisque la constellation va continuer d'évoluer, les débits aussi d'augmenter. Et T-Mobile, c'est le premier à en profiter, mais ce ne sera pas le seul, puisque Starlink est déjà tout à fait ouvert à d'autres partenariats partout dans le monde. La 5G passe donc désormais par l'espace, et donc ça veut dire qu'on pourra contrôler les gens avec les puces qu'on leur injecte dans les vaccins directement depuis les satellites. Ça, c'est quand même super pratique. C'est génial, ça va répandre encore une fois de plus les vaccins, on est ravis. Guillaume, du nouveau aussi du côté des lanceurs pour la NASA. Alors oui, Donald nous fait un calendrier de l'avant aussi. Chaque jour, il a une nomination lunaire, souvent, pour sa future administration. Alors C'est pour le le cas de le coup, dire. celle de Jared Isaacman à la tête de la NASA est sans doute la moins déconnante du lot. Alors Jared, il est plutôt jeune, il a 41 ans, c'est un milliardaire, c'est le nouveau ticket d'entrée pour devenir fonctionnaire maintenant, un milliardaire. C'est un milliardaire de la tech en plus qui connaît bien Musk. Ça part moyennement bien d'ailleurs, je le reconnais dit comme ça. Jared a effectivement fait fortune avec Arbor Touch, qui est une société de paiement, qui fait aussi des terminaux de paiement, j'ai l'impression. C'est manifestement pas sa passion dans la vie, parce qu'il est pilote, mais genre vraiment, c'est-à-dire il est pilote de voltige, carrément. Dès ses 20 ans, il a participé à des meetings aériens, il a établi un record du monde de tour du monde en jet en moins de 62 heures, et on a déjà parlé de lui, puisqu'il a participé, il a dirigé même la mission Polaris Dawn, la première sortie extravéhiculaire privée au monde. Et il avait déjà été le commandant d'Inspiration 4, premier vol spatial habité privé dans un Crew Dragon. Et par ailleurs, il a fondé Draken, qui forme les pilotes de l'US Air Force. Draken, c'est la boîte privée qui a le plus d'avions de combat à elle. Donc Isaacman, il connaît le milieu, il connaît très bien SpaceX, et il donne de sa personne. Pour le coup, il s'implique. On avait déjà dit que Polaris Dawn, c'était pas précisément un vol d'agrément, qu'il y avait des vrais risques, et que c'était pas des touristes qui y sont allés. Ils se sont entraînés dur, ils se sont entraînés à la NASA d'ailleurs en partie. Et donc Jared, c'est pas un touriste, et c'est déjà ça. Ceux qui ont travaillé avec lui en disent du bien, il est calme, empathique et pro. Et donc le secteur de l'espace, il est plutôt content de cette nomination. Alors, avec Donald, il faut s'attendre à tout, mais là, bon, tu vois, c'est ce genre de truc. Ah, c'est lui. Oh bah ça va. Au moins, c'est pas un allumé qui est à fond dans QAnon, c'est déjà ça, quoi. Alors, quand on a dit ça, ça ne nous dit pas ce que ce brave garçon va faire à la tête de la NASA. Alors, le plus probable, c'est qu'il veuille la moderniser, donc reprendre en main et normaliser les contrats publics-privés. C'est assez certain que SpaceX n'a pas trop de soucis à se faire, et qu'au contraire, Boeing ou Lockheed ne verront pas revenir de sitôt les contrats cost plus, voire plus qu'ils ont eu pendant des années. Donc, on avait expliqué ça la dernière fois, la différence. La NASA utilisait des contrats à géométrie variable avec des budgets extensibles, dont profitaient des prestataires habituels, on va dire. Elle est passée depuis une vingtaine d'années à une grande majorité, finalement, voire la totalité presque de contrats fixes dont bénéficie assez largement SpaceX, mais pas que, c'est une parmi d'autres. Et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Après tout, quand on voit ce que coûte la fusée SLS, on se pose inévitablement des questions sur l'efficacité, de comment on utilise les 25 milliards de budget qui sont alloués à la NASA. Donc Isaacman, étant donné qu'il vient du secteur privé et qu'il a des liens forts avec SpaceX et qu'il souhaite avant tout être efficace et faire avancer le secteur spatial le plus possible, du coup on se dit qu'on ne donne pas cher de la carcasse de la grosse fusée NASA, quoi. Pour la mission Artemis, faut dire qu'un milliard par lancé, ça fait quand même cher, même pour la plus grosse fusée du monde. Cela dit, il faut pas croire que tout sera pour SpaceX, pas du tout, parce que Jared connaît Elon, c'est clair, pour le coup, mais ce serait très maladroit et contre-productif de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et Isaacman, il ferait pas un truc qui mettrait en danger le succès de la mission, parce que je pense qu'il est comme ça en fait. Il a une mission et puis il veut le succès de la mission. SpaceX comme Blue Origin, mais comme Northrop Grumman aussi, ou comme Boeing, c'est tous des Américains. Ils sont tous dans la même équipe, et alors, parce que l'ennemi en fait c'est la Chine, et c'est parce que c'est elle qu'il faut doubler. Donc sous Isaacman, la NASA devra être par contre efficace. Ça veut dire qu'elle va, à mon avis, elle va devoir donner des résultats rapides, avec des budgets ajustés, et donc ça va probablement faire mal. Son objectif, probablement, c'est les résultats, à Jared. Et c'est probablement aussi la suprématie spatiale incontestée des États-Unis. La NASA, donc, devra faire avec. Et ça va probablement coincer à certains endroits, mais bon.
De ce point de vue-là, on va dire que la nomination n'est pas si affreuse. Alors justement, on va pouvoir parler un petit peu de Artemis parce qu'on a du nouveau. Doit-on y voir des influences indirectes de l'emprise d'Elon Musk sur les Non, retards de calendrier? non, pas vraiment. Non, mais La pour blague le est coup, facile. pour le Pardon. coup, non, parce que voilà, il y a 2 ans, le SLS justement, donc le SLS, c'est le Space Launch System, hein, l'énorme fusée, elle a fait son premier tir pour la mission Artemis. Et pour tester, alors c'était Artemis 1, hein, pour tester le vaisseau Orion qui s'est baladé un peu autour de la Lune et qui est revenu dans le Pacifique. Au passage, il est donc rentré dans l'atmosphère terrestre, il s'est fait griller à presque 3000 degrés et il a laissé des plumes. La répétition s'est globalement bien passée, mais le bouclier thermique du vaisseau a morflé. Alors depuis, ça réfléchit dur à la NASA, et bon, ils ont fini par décider que c'était bon en fait. Il y a eu un audit, ils ont conclu que c'était bon. Même s'il y a des morceaux de bouclier qui sont fait la malle, et puis il y a des beaux trous, il y a des trous, ils ont l'air de gros comme ma main. Bon, il y a toute une polémique en ce moment sur la décision de partir sans modifier le bouclier, mais ils veulent modifier la trajectoire seulement, et ça devrait suffire a priori pour tout régler. Ça montre que c'est pas encore si simple de partir en vaisseau autour de la Lune et de revenir peinard manger des crabes sur la plage. Voilà, il y a quand même tout un truc à... Ouais, c'est pas évident. En tout cas, ça prend du temps, et la prochaine mission Artemis 2 va donc prendre du retard. On passe de septembre 2025 à avril 2026, et Artemis 3 serait donc en 2027 a priori. Artemis 2, c'est encore une répétition, sans équipage, c'est la 3e mission qui embarquera des gens qui devraient donc débarquer près du pôle Sud, sur la Lune, et nous faire coucou. Comme vous l'avez sans doute compris, il y a des changements qui arrivent à la NASA dans les mois et les années qui viennent, et donc ces dates sont pas du tout garanties. Ça pourrait être encore reporté, ou pas. Parce que le SLS pourrait être dégagé, ça devient de plus en plus probable, et il pourrait se débrouiller avec des fusées commerciales, et peut-être avec des New Glenn, donc de Blue Origin, et des fusées SpaceX, ça pourrait, et limite, ça pourrait même aller plus vite. Donc faut pas, pour l'instant, il n'y a plus rien de prévu pour 2025, on va dire, mais ça pourrait changer et pas forcément être plus, ça pourrait pas forcément prendre plus de temps. Alors puisqu'on parle de fusées, on termine avec une anecdote marrante, si on veut. Les Falcon 9 ont lancé leur 400e fusée. Ils ont fêté leur 375e récupération de booster, et cette année seulement, SpaceX pourrait facilement faire plus de 135 lancés. 135, c'est le nombre total de missions du programme navette spatiale. En 30 ans, les diverses navettes ont volé 135 fois, et c'est le nombre de c'est le nombre de vols que fait la Falcon 9 en 1 an. C'est là où on se rend compte de l'accélération qu'il peut y avoir là-dessus et à quel point effectivement il y a des choses qui ont évolué. La fréquence est quand même incroyable. Guillaume, on se tourne vers le ciel depuis tout à l'heure. On pourrait se retourner. Qu'est-ce qu'on verrait? Bon, nos pieds, le sol, sauf si on était les pieds dans l'eau, si on était en bord de mer, comme ça, on percevait les embruns face à nous. Et justement, tu vas nous tenir un petit peu compte, notamment d'une manière de protéger ces fameux câbles. Ils font le cœur de l'actualité, Guillaume. Oui, encore un petit sujet sur les câbles sous-marins. La dernière fois, tu te demandais ce qui pouvait arriver, même si on est de plus en plus convaincu de la culpabilité du bateau chinois. Là. Alors pour le capitaine du bateau ou pour la Chine, c'est vrai que je sais pas vraiment, est-ce qu'il peut y avoir un procès, tout ça, je sais pas trop. Mais d'un point de vue plus général, ce qui est en train de se passer, c'est que l'OTAN réalise que c'est un problème quand même, ce truc. Et donc ils réfléchissent à comment monter la garde autour de ces points stratégiques. Il y a le MARCOM, donc c'est le Marine Command, je crois, qui est tout à fait donc pour faire des patrouilles, globalement. Et ça tombe bien, parce qu'une solution existe déjà, une solution possible, et c'est des drones. C'est des drones marins, c'est des bateaux sans pilote qui sont équipés de caméras et qui implémentent une vidéosurveillance maritime, finalement, comme tu as dans la rue, quoi. Dans un premier temps, ça serait des drones de surface, mais on peut envisager des drones sous-marins aussi à terme. Et là, on met le doigt dans un truc. Parce que bon, faire des patrouilles dans la Baltique, avec des bateaux drones, c'est pas trop de la science-fiction, c'est envisageable. Mais la Baltique, c'est presque facile, parce que c'est pas si grand, finalement. La Méditerranée aussi, allez, ça va. Mais comment tu fais, partout ailleurs? Il y a 1,5 million de kilomètres de câbles sous l'eau. Patrouiller, c'est la zone. Et il y a aussi des solutions, enterrer des câbles, c'est bien, mais bon, faut les enterrer quand même dans les abysses, quoi. Genre au fond de l'eau, sur le plancher océanique, c'est profond. Pas le truc le plus facile d'accès. Ouais, c'est pas évident. Après, mais il y a aussi d'autres solutions. Et puis d'ailleurs, il y en a une qui est majeure, c'est l'imagerie satellite. Et on parlait avec SpaceX il n'y a pas longtemps de Starshield. Starshield et les trucs du genre, parce qu'il y a probablement d'autres trucs qui existent et qui sont analogues à Starshield, encore que. Starshield, c'est quoi? C'est un réseau de surveillance satellite en temps réel, parce que grâce à l'Internet spatial, et donc aux satellites espions qui peuvent s'y connecter maintenant, on peut avoir une image de n'importe où en quasi-temps réel. On peut tout voir, partout, tout le temps. C'est pas super? Quoi panoptique, machin, quoi panoptique? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Alors, des patrouilles de drones, des satellites espions, tout ça, c'est déjà très cool, mais c'est juste le côté défensif, ça.
Mais on pourrait parfaitement évidemment se dire qu'on a aussi des technos pour être du côté offensif. Si j'ai des drones, pourquoi pas en concevoir pour justement couper les câbles? Faire des petits Mhm. drones et des trucs petits, pas trop visibles, que tu largues d'un bateau très loin, qui vont aller faire leur boulot tout seuls et en différé. Bon, donc voilà, les câbles sont le nouveau nerf de la guerre, je sais pas. À surveiller, parfait, de la surveillance dans la réalité, mais on peut en faire aussi dans les jeux vidéo. C'est l'objet de notre rubrique. Tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure. Un petit mot sur X-Defiant, Guillaume. Oui, alors c'est la nouvelle de la semaine, enfin je sais pas, mais enfin, c'est une nouvelle de la semaine qui est assez Hmm. symptomatique du marasme actuel du secteur, hein, je pense. Ubisoft vient de programmer l'euthanasie de X-Defiant, qui est un shooter en équipe, et qui est une énième tentative aussi de faire son Fortnite, hein, j'imagine. Alors c'est triste, hein, c'est surprenant, parce qu'il avait plutôt bien commencé, et que jusqu'à récemment, la communication à propos du jeu se voulait vraiment rassurante. Il était parti à 10 millions de joueurs, c'était les 2 premières semaines, et là, récemment, il serait passé à 20 000. Et évidemment, c'est pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Ben non. La saison 3 sera quand même lancée, le jeu finira sa carrière le 3 juin 2025, et c'est plus Ubisoft hein, qui a... alors c'est Ubisoft qui est... C'est encore... Je veux dire, en plus, c'est encore Ubisoft, quoi. Hmm. Ubisoft, il a une mauvaise année, hein, je crois qu'on peut le dire, hein, les pauvres quand même. Surtout les employés d'Ubisoft Osaka et San Francisco qui vont fermer, puis à Sydney aussi qui va réduire la voilure. Donc bon, ça se traduit, c'est toujours pareil, hein, les trucs, ça se traduit toujours par des licenciements au bout du compte. Bon, après, évidemment, tu te dis, c'est la vie, on va se dire, tu lances un jeu service, tu prends un risque. Sauf que là, Hmm. ça fait beaucoup. X-Defiant, il a séduit un temps, mais il a jamais été rentable. Hein. Le jeu service, c'est un piège aussi. Tu investis énormément et il faut fidéliser une masse énorme de joueurs qui doivent rester longtemps et acheter des trucs. Très peu de jeux y parviennent. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place finalement sur le marché. Tu peux pas avoir 20 Fortnite, parce que tout Non. le monde est Hmm. déjà sur Fortnite. Il n'y a pas la Mhm. place. Tu peux pas avoir plusieurs gros jeux services qui marchent. Tu peux en avoir plusieurs, mais pas tant que ça, parce que il faut beaucoup d'utilisateurs pour le rentabiliser, et que c'est pas extensible. Le nombre et l'attention, le temps libre des utilisateurs, il n'est pas du tout extensible. Donc après Concorde, on a X-Defiant et on a beaucoup d'autres aussi. Et puis bon, on espère que l'industrie va se sortir de cette espèce de dogme que le jeu service c'est l'avenir, parce que c'est vraiment ces C'est dernières sûr. années, on est vraiment là-dedans, quoi. Sans multijoueur, tu n'existes pas, il faut des microtransactions, alors, c'est quand même lourdingue. Et c'est Hmm. faux. Regarde Nintendo. Ils ont quoi comme jeu service? Ils ont Tetris 99? Bon. Ils ont des jeux qui se finissent, quoi, Ouais. voilà, c'est tout, et c'est Hmm. super. Des jeux qui respectent ton temps de vie aussi, c'est pas mal. Je pense que, bon, pour revenir au débat du début, hein, qu'Ubisoft ou Sony nous offrent le code pour faire des serveurs X-Defiant ou Concorde, je pense que ça arrivera jamais, malheureusement. Hein. Et donc, c'est des jeux, si vous les avez aimés, alors bon, il se trouve que personne n'a vraiment... Enfin, il ne doit pas y avoir énormément de gens qui vont, tu vois, ou X-Defiant ou Concorde, c'est leur jeu de... Mais peut-être, hein, c'est leur jeu de trucs, quoi. Surtout Concorde, mais bon. Et est-ce que c'est un jeu auquel ils voudront vraiment rejouer plus tard? Je sais pas, tu vois. Mais ton gamin, il passe sa vie sur Fortnite. Pendant sa courte Ouais. existence, Hmm. le jeu a déjà changé, pas mal. Hmm. Comment Hmm. retrouvera-t-il les sensations du début quand il aura 25 ou 30 ans? Sur le Fortnite Mhm. du futur, s'il existe toujours. Mhm. C'est Mhm. pas clair du tout, hein, mais ça lui arrivera, probablement. Il aura envie de faire ça. Et le jeu aura totalement disparu. Et en fait, c'est marrant parce que d'ailleurs, il jongle d'ailleurs sur l'aspect nostalgique dans Fortnite assez régulièrement. Il refont des saisons qui se basent sur l'état du jeu d'il y a quelques années. Alors d'ailleurs, c'était rigolo parce que donc j'ai joué moi là récemment. Ils font les OG là, les versions originales. Je testais et c'est là aussi où tu te rends compte à quel point un jeu service il est dans une perpétuelle évolution, mais dans le confort, dans les mécaniques qu'il t'apporte. Genre dans les versions du jeu d'il y a quelques années qui sont remises au goût du jour récemment, enfin qui sont remises en avant plutôt, on a des versions du jeu où tu sais les potions sont plus rares pour le bouclier, où les armes sont très difficiles à trouver, où Ah, donc finalement le il fait de... change un peu la jouabilité quand même, alors c'est ça? Et alors voilà, la jouabilité évolue énormément au fil du temps, et quand D'accord. tu reviens quelques années en arrière, tu te rends compte à quel point c'était beaucoup plus obscur, beaucoup plus difficile. La mécanique de casser des matériaux pour faire des constructions, elle était beaucoup moins facile. Donc le jeu évolue, mais par contre, évidemment, c'est Epic qui contrôle tout ça, et impossible pour qui que ce soit de se dire tiens, je veux revenir à telle version de Fortnite à tel moment. Si c'est dispo et mis en avant par Epic, tant mieux. Si c'est pas mis en avant, tant pis. Il fallait être là. Et effectivement, tu as raison, je pense que c'est une bonne conclusion. Ce serait bien que l'industrie
garde à l'esprit que désormais le Saint Graal des jeux services est un Saint Graal inaccessible, ou en tout cas, enfin voilà, il y a des acteurs qui sont trop implantés là-dedans, il n'y a plus assez de place, il y a une guerre de l'attention, et il y a peut-être d'autres relais de créativité et de jeux vidéo à développer pour satisfaire les joueurs. De toute façon, tu n'as qu'à voir les nominés aux Game Awards. Hein. Je veux dire, c'est quand même des expériences qui sont qui sont solo, quoi, et qui sont parfois longues, mais solo, et c'est des jeux qui se finissent, quoi. Voilà, c'est des jeux, on va dire, traditionnels, quelque part, quoi. J'imagine, on peut dire que c'est maintenant des jeux traditionnels. Bon, après, voilà, les jeux... Oui, mais les Game Awards, c'est des prix, tu vois, qui reflètent pas forcément l'utopie du succès commercial d'un jeu-service qui fonctionne et qui dure. Donc, c'est vrai que c'est difficile de comparer. C'est très compliqué parce que nous, on est vieux et donc on a connu... Non, mais c'est vrai, je veux dire, on a connu le jeu. Il y a 35 ans, on jouait déjà aux jeux vidéo, quoi, tu vois, et ça a pas mal changé en 35 ans. Et ça n'a même rien à voir, tu vois, les jeunes générations, elles jouent quasiment qu'à des jeux services, ou elles jouent énormément sur portable et tout, elles n'ont pas le même ressenti. Et je sais pas, quand elles... Effectivement, ce serait vraiment intéressant de voir quand elles auront l'âge d'être nostalgiques, c'est-à-dire après 30 ans, quoi, globalement, de commencer, tu vois, à se souvenir, à se dire « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien retrouver tel truc ». Après, les éditeurs pourraient jouer là-dessus et faire exactement comme Blizzard, c'est-à-dire ressortir les originaux de, tu sais, de Warcraft. Ils ont ressorti les World of Warcraft Classics, Norfan, tu vois, les premières extensions de World of Warcraft. Les premières extensions en mode, un peu refaites, mais pas trop, quoi, avec la jouabilité d'époque et tout. C'est intéressant, mais bon, combien de jeux sont perdus et combien de jeux sont ressortis et combien de jeux sont perdus parce qu'ils sont gardés par les éditeurs au cas où on le ressortirait. C'est vraiment très très dommage, quoi. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis un vieux joueur, tu vois, je me complais à jouer à Balatro. Il faudrait que je revienne d'ailleurs sur... j'ai ma réflexion qui avançait de pourquoi j'aime autant Balatro. Et je crois que tu as pointé du doigt des éléments qui font tilt dans mes réflexions en ce moment, sur le fait que voilà, il y avait une forme de simplicité dans certains éléments et en même temps une profondeur de gameplay. Bon, je reviendrai dessus, j'ai déjà largement parlé de Balatro, on peut continuer à en parler sur Discord, mais c'était assez pour cet épisode, je pense. Alors merci évidemment beaucoup à toi, Guillaume, d'avoir préparé le conducteur de cet épisode et d'avoir activement mené une veille dans l'univers des nouvelles technologies. Alors si jamais vous avez apprécié cet épisode et que vous appréciez de manière générale Tech Café, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné dans votre app de podcast. Vous pouvez laisser d'ailleurs des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Il y a Rico77 qui dit Tech Café est tout simplement parfait, que ce soit sur le fond ou la forme. Ça fait plaisir. Les sujets sont toujours pertinents et traités avec une grande expertise, offrant une vision claire et approfondie de l'actu tech. Le ton est à la fois professionnel et accessible, rendant chaque épisode captivant. Bravo Guillaume pour leur duo dynamique et complémentaire. Ils apportent une vraie valeur ajoutée à chaque discussion, un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de technologie. Merci beaucoup à toi. Donc, faites comme Rico77 et déposez des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Et si jamais vous voulez vous assurer de manière certaine que Tech Café sera là durablement, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous profiterez, comme je vous l'ai dit en intro, des avantages comme les épisodes sans la pub et quelques infos exclusives. Rendez-vous aussi pour prolonger les échanges, les discussions et les réflexions sur techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Il vous suffit de lancer votre app de podcast. Vous allez dans les notes de l'épisode, vous cliquez où il faut et vous arrivez où vous voudrez, comme si d'ailleurs vous vouliez consulter les articles qui ont permis de nourrir cet épisode. Guillaume, en plus, les auditeurs ont de la chance. Ils peuvent nous retrouver à titre individuel. Et justement, toi, Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? La semaine prochaine, on ne va pas me retrouver. D'ailleurs, moi, je vais commencer très tôt les fêtes de Noël. J'ai commencé la bûche tout de suite pour éviter les embouteillages. Et tu auras le temps de digérer comme ça. Comme ça, le 2 janvier, toi, tu pourras dire « Ah, je m'y suis pris tôt. J'ai largement bien profité. » Je serai frais. Tu seras presque frais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Blue Sky, Instagram, LinkedIn, techcafé.fr et bien sûr, dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.